bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver dans le programme croisé de ce soir. Comment accroître les services sociaux de base, mais aussi les infrastructures dans les 5 prochaines années. Oui, bonsoir Boubacar, vous l'avez dit, les services sociaux de base se résument en ces thèmes que nous avons choisis depuis la semaine dernière, vous le savez. Il s'agit de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'électricité, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'assainissement, Boubacar. Sur ce plateau, nous aurons 2 parties au lieu de 4. Oui, 2 parties aujourd'hui. Il s'agit du NSG, entendez, la nouvelle société pour la Guinée, parti allié au parti de l'espoir pour le développement national. Ce sera donc le président du NSG qui répondra aux questions aujourd'hui sur ce plateau au compte du PEDN. Il s'agit de M. Cheikh Ahmed Tidjane Kamara, je le rappelle encore une fois, président du NSG. Bienvenue M. Kamara sur ce plateau. Et aussi, vous avez à l'extrême gauche M. Kake Makanera Alassane, qui va débattre au compte de l'Union des forces républicaines. Il est membre du bureau exécutif et chargé de la communication. Bienvenue M. Makanera. Merci. Ami Sangaré, qu'en est-il des autres partis? Voilà, comme chers téléspectateurs, vous l'avez remarqué, nous avons 2 absents aujourd'hui. En fait, ils devaient être représentés par voilà, le bloc libéral et le parti des écologistes de Guinée. Le parti des écologistes de Guinée, vous le savez, fait encore remarquer son absence. Vous voyez la chaise vide. Le parti des écologistes de Guinée, apparemment, Boubacar a un problème de débatteur. Ouais, ça fait 2 fois qu'ils ne viennent pas à ce débat. Ouais. Ils cherchent donc débatteurs, donc ils ont besoin du temps pour avoir les débatteurs. Et le bloc libéral a expliqué son absence par un contentieux qui le confronte à la haute autorité de la communication. Donc un élément du bloc libéral serait recalé par la haute autorité de la communication et le bloc libéral suspend toute participation en attendant que ce contentieux soit réglé. Donc le bloc libéral attend que la Cour constitutionnelle se prononce sur le passage de cet élément dont la diffusion a été recalée par la haute autorité de la communication dans temps de convaincre. Bienvenue à tous pour ce débat. Donc nous allons respecter le temps de parole des différents partis programmés. Bienvenue une fois encore à tous en ce jour de Tabaski. Je rappelle que les partis UFDG, RPG Arc-en-Ciel, UGDD et le groupe nous ont déjà dévoilé leur intention sur ce thème il y a 3 jours et c'était sur ce même plateau. Avant la réaction des partis invités aujourd'hui, nous allons encore retrouver notre consultant en développement pour nous aider à comprendre les implications de ce thème. Tout de suite, la parole à Dr Facinet Conté, il est enseignant-chercheur et recteur de l'université Gandhi. Vous savez, les pays en développement que nous sommes, nous avons 3 caractéristiques, à savoir le fait que nos populations ont un faible revenu, la mauvaise qualité des infrastructures ou leur quasi-inexistence, et le fait que ces populations ne prennent pas part aux prises de décision les concernant. Donc, pour relever le défi du développement ou alors de la pauvreté, il faut forcément régler ces 3 problèmes. En ce qui concerne les infrastructures de base, permettez-moi de les citer, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement. Ces infrastructures de base permettent de donner à ces populations des aptitudes leur permettant d'améliorer leur productivité. Et par ricochet, la croissance que nos chefs d'État revendiquent le plus souvent dans leur discours de fin d'année. Je voudrais dire très rapidement que pour résoudre ces problèmes d'infrastructure, je pense que seule une politique de décentralisation accrue nous permettra de résoudre ces problèmes. Parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, que les populations ne sont pas en général prises en compte dans les prises de décision. Alors que pour régler les problèmes d'infrastructure qui les concernent, il faut leur permettre de prendre part aux décisions qui les concernent. Pourquoi? Parce que une décision qui se prend pour vous, sans vous, se fait contre vous.
Retour sur ce plateau. D'abord, un petit commentaire de nos invités par rapport à l'explication donnée par l'expert. Monsieur Makanera. L'intervention de l'expert est très claire. C'est un problème endémique pour l'Afrique et surtout pour la Guinée. Dans notre programme, nous avons tenu compte, lorsqu'on va révéler, vous allez voir un peu que nous partageons beaucoup de points de ce que l'expert a dit. Que pense le PEDN de l'intervention de l'expert? Effectivement, je m'accorde avec l'expert par rapport aux points évoqués, puisque de façon générale, comme il l'a dit, les décisions sont prises sans avoir associé les populations à la base. Et cela a des conséquences sur les solutions apportées à leurs problèmes. Premier niveau de débat, comment accroître la qualité des systèmes d'éducation et de santé de 2015 à 2020? La parole à M. Camara pour 2 minutes. Ok. Alors, permettez-moi, chers Guinéennes, chers Guinéens, le président Lansana Kouyaté me charge de vous transmettre ses salutations sincères et chaleureuses. Il me charge également de vous dire qu'il vous porte dans son cœur et qu'il a des solutions pour vos problèmes. Comme vous me l'avez demandé, par rapport à l'éducation et à la santé, le PEDN a un projet de société éloquent. Ce projet de société s'intitule tel « Bâtir un système éducatif accessible et de qualité ». Comment? Par le transfert de la formation des enseignants au niveau régional, par la mise en place d'un programme de construction d'infrastructures scolaires au niveau local, par la mise en place d'un fonds de soutien à l'enseignement privé, par la création dans chaque collectivité locale d'un programme de cantine scolaire, par la mise en place d'un programme d'insertion professionnelle pour les jeunes, par la mise en place d'un programme de bourse d'excellence pour les meilleurs élèves, par la mise en place d'un programme d'infrastructure universitaire visant du moins à doter les principales universités régionales d'équipements et de moyens adéquats. Créer également un fonds de soutien à l'innovation scientifique et technologique. Merci, M. Camara. Et sur le plan de la santé? Sur le plan de la santé, nous avons décidé d'assurer à chacun des services de santé adéquats et de proximité. Pour cela, le PEDN propose de construire et d'équiper dans chaque région administrative un centre hospitalier universitaire. Merci, M. Camara, pour ce premier temps de parole. À présent, la même question à M. Makanera. Pour ce qui concerne l'UFR, nous avons passé par un constat. Les infrastructures en Guinée sont très peu développées en matière d'infrastructures sociales de base, très peu développées, mal construites, non entretenues et parfois même totalement absentes. La réponse, nous nous sommes dit d'abord, en ce qui concerne le secteur de l'éducation, il faut d'abord identifier là où les infrastructures n'existent pas. Et dans ces lieux, il faut les créer, que ce soit sur le plan de l'enseignement secondaire, l'enseignement technique ou universitaire. Également, identifier là où il y a les infrastructures, mais qui sont mal entretenues ou pas entretenues, nous les rénovons. Une fois ce programme étant fait, nous allons continuer. La chose essentielle, c'est l'homme. Il s'agit de recruter du personnel, les former et assurer leur déploiement effectif, qui n'a jamais été fait en Guinée. Tout le monde, tous les fonctionnaires, tous les agents publics sont à Conakry, plus de 52%. Nous allons effectivement assurer leur déploiement avec les mesures d'accompagnement. Ensuite, comme élément sur l'éducation, instaurer l'espoir dans les instituts d'enseignement et dans les écoles. L'espoir, parce qu'aujourd'hui, c'est le désespoir total. En Guinée, on dit le premier à l'école n'est pas premier dans la vie. Nous allons faire de telle sorte que le premier à l'école soit le premier dans la vie. Ce type d'éducation d'élite que nous voulons pour la Guinée en matière de formation tout court. En matière de la santé, nous allons faire la même démarche.
éviter les erreurs de DSPP, les différents DSPP. Il ne s'agit plus de construire et il n'y a pas de médecin. Ou construire, il n'y a pas d'enseignant. C'est ce qui a été fait dans le cadre des SRP. Nous avons des centres de santé sans enseignants. Monsieur Makanera. À présent, place au débat. Première question posée par Ami Sangaré aux deux représentants de candidats. Voilà, moi je reviens sur les propos de M. Cheikh Ahmed Tidiane Kamara qui parlait tantôt du transfert de formation au niveau sous-régional. Il se trouve aujourd'hui que nous avons déjà des structures de base qui peuvent servir à cette formation de l'enseignant. Pensez-vous qu'il faut renforcer celle-là ou encore il faut d'abord prioriser le transfert au niveau sous-régional? Et pourquoi? Je crois que je ne me suis pas fait comprendre. Je n'ai pas dit au niveau sous-régional, j'ai plutôt dit au niveau régional. Régional, ok, autant pour moi. Ok. Donc, je crois que la question ne se pose pas puisque vous estimez déjà que le problème peut se résoudre au niveau régional. Pourquoi? Pourquoi? Oui. En fait, le transfert de formation des enseignants au niveau régional est d'autant plus important que dans chaque zone, on pourra implanter des ENI. On n'aura pas besoin de tout centraliser à Conakry. Et c'est une manière d'impliquer chaque région de façon active au transfert de formation, sans vraiment mettre assez de lourdeur dans le développement des enseignants. Ne pensez-vous pas que ces structures existent déjà au niveau régional? J'avais compris régional au niveau continental, oui. Mais puisque je comprends maintenant que c'est au niveau national, oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas ces structures déjà implantées à chaque niveau régional? Les ENI, je fais allusion par exemple aux écoles nationales d'instituteurs, par exemple. Oui, bien sûr bien sûr que nous en avons, mais pour la plupart, nous avons besoin également de renforcer ce transfert de connaissances dans ces zones. Monsieur Makanera, vous pensez que c'est l'urgence au niveau de l'éducation aujourd'hui? Bon, l'éducation, ce qui est vraiment urgent, il suffit d'abord de renforcer l'éducation de base. Parce que le gouvernement a fait une grande erreur, c'est-à-dire si je dis le gouvernement, pas si le gouvernement, c'est le fait de recruter des enseignants, soi-disant enseignants, qui ont bénéficié d'une formation de 2 mois, on les envoie dans les écoles primaires, qui ne peuvent même pas parler français et qui doivent enseigner en français. C'est pourquoi on a aujourd'hui des problèmes. Ainsi, nous avons insisté dans notre programme à la formation d'un enseignement de qualité. Donc il faut des enseignants de qualité. Donc ce que propose le PDN ne garantit pas l'enseignement de qualité. En tout cas, PDN, le programme ne se chevauche pas dans ce domaine. Comme l'a dit mon confrère, M. Makanera, nous estimons qu'il faut mettre en place une formation adéquate des formateurs. Quand cela est fait, alors il est possible d'avoir un enseignement de qualité. Ne peut enseigner que quelqu'un qui est apte à l'enseignement. Ne doit pas enseigner n'importe qui. Alors la formation des formateurs est un élément important pour avoir des résultats crédibles en matière d'éducation. À présent, la santé. Ami Sangaré. Oui, la santé, l'un de nos interlocuteurs parlait tantôt aussi de construction, d'établissements sanitaires. Oui. Quelles seront vos stratégies de ressources en matière de construction? Pour le financement de toutes les infrastructures dans notre programme, nous avons cherché à identifier des sources de financement. Il y a d'abord le financement étatique, qui viendra essentiellement de ce que nous avons qualifié le dividende de la bonne gouvernance économique et financière. Quand on gère bien, vous savez bien que la dépense publique en Guinée est inefficace. On vous parle de la surfacturation, ainsi de suite des travaux faits. Quand on gère bien, on va dégager une rente. Cette rente va être source de financement. J'ajoute à ce niveau rapidement, vous le savez que toute dépense en Guinée nécessite le paiement au niveau de financier, les 10%. On va mettre fin à la pratique de 10%, parce que quand notre parti... C'est officiel ou vous dites... Mais
c'est toléré. Mais le président de l'Assemblée nationale sortant en 2005 a clairement dit aux députés, si vous savez que pour tirer l'argent de l'Assemblée au ministère des Finances, le montant que je paye, minimum je paye 10%. Donc, un président de l'Assemblée nationale a dit. La santé en souffre? Mais tous les secteurs, chaque fois, globalement, je dis comment on peut financer. C'est-à-dire on va faire l'économie budgétaire sur la mauvaise gestion que nous avons qualifié le dividende de la bonne gouvernance économique et financière. Quand on va lutter contre la corruption dans les secteurs de dépenses publiques, la gestion saine des dépenses publiques, on va avoir une masse d'argent. Quand nous avons calculé sur les 5 000 milliards qui passent dans les marchés publics en Guinée, les 5 000 milliards, on peut aller jusqu'à 7 000 milliards lorsque le budget a 15 000 milliards. Et vous prenez 10%, vous allez vous trouver avec des 1000 milliards. Dites-nous, vous allez consacrer combien % à l'éducation? Maintenant, par rapport à la santé, l'éducation d'abord, nous allons consacrer 30 à 40% du budget. Ok. Au minimum 20% pour la santé. Pour la santé, ça fera déjà 50% du budget national à ces deux secteurs seulement. À ces deux secteurs. Merci, M. Makane. Et vous, au niveau du PDN? Oui. Au niveau du PDN, comment vous allez financer ces deux volets, santé et éducation? À quelle hauteur? Nous allons les financer relativement pour l'éducation à hauteur de 30 à 35% et pour la santé à hauteur de 20%. Maintenant, le financement proviendra dans un premier temps de la mobilisation des ressources internes, puisqu'il y a beaucoup de ressources internes qui à ce jour ne sont pas mobilisées. Ce sera une première stratégie de financement. Mieux encore, nous allons créer un cadre attrayant, un cadre juridique qui convainc le bailleur de fonds et l'investisseur, afin qu'ils viennent financer nos différents projets. Au jour d'aujourd'hui, malgré la conjoncture du moment, les institutions financières internationales sont en surliquidité. Si nous leur garantissons un climat favorable de dépenses d'investissement, j'espère qu'on n'aura pas de mal à avoir l'investissement qui nous permettra de financer nos projets. Actuellement, il y a les pouvoirs publics qui ont récemment avancé l'idée d'une nouvelle architecture par rapport au niveau sanitaire pour améliorer l'accès des populations aux services de santé. Ils parlent de pyramide sanitaire. Je ne sais pas quelle réaction, c'est-à-dire mettre en place des services de base solides, des dispensaires, des centres de santé améliorés avant d'aller vers les CHU. Je ne sais pas comment vos différents programmes réagissent par rapport à cette proposition. En fait, ce que nous avons expliqué, mais je veux juste terminer sur 2 points sur les sources de financement. On a dit un financement étatique, on a également financement dans le cadre partenariat public et privé, mais surtout un financement par la mise en place d'un crédit immobilier qui n'existe pas encore en Guinée. Revenons maintenant sur le système de pyramide. C'est ce que nous avons dit dans notre programme. Il s'agit d'abord de renforcer les structures sanitaires de base, les doter de moyens essentiels. Quand on parlait d'eau et d'électricité, on en parlera, pour que beaucoup de problèmes soient réglés à ce niveau. Donc, parce que même si on a mot de tête, il faut venir à Donka. Vous avez une harmonie de vue avec la politique déjà posée. À la seule différence, nous allons insister sur la gestion. Parce que dans le programme de pyramide, il n'y a pas de l'aspect gestion est abandonné. Monsieur Camara? Effectivement, nous sommes d'accord avec cette proposition. Mais au-delà de cette proposition, je tiens à signaler aux frères guinéens qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui meurent pour des problèmes de tension, des problèmes de tension artérielle. Et à ce niveau, nous prévoyons de recruter un certain nombre de jeunes qui subiront des formations auprès des médecins. Mais là, qu'est-ce qui se passera? Ce sont ces gens qui iront vers les populations pour prendre leur tension, au besoin leur donner des produits ou leur donner des conseils pour une meilleure hygiène de vie. Merci pour cette première partie. La deuxième partie à présent avec cette sous-question eau et électricité pour tous. Comment relever ces défis dans le pays qui est considéré comme étant le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Monsieur Makanera. Bon, pour l'eau et l'électricité, nous commençons d'abord l'électricité. Pour l'électricité, notre parti a des programmes clairs. D'abord,
nous allons partir vers les micro-barrages, tels que le Maroc. Il y a des exemples reçus pour rendre autonomes les préfectures. Là où on ne peut pas faire de micro-barrages, on va encourager l'énergie solaire renouvelable pour éviter l'emprise de EDG, la centralisation trop forte. Par après, progressivement, nous allons faire les barrages à usage industriel pour faire face à l'industrie. On va séparer les deux. Consommant l'électricité domestique, on va les produire à part et l'électricité industrielle à part. L'électricité domestique, on va encourager l'aspect qu'on appelle ici l'énergie renouvelable, par exemple le solaire, et puis les barrages. On a 1400 cours d'eau qui peuvent être capables de donner de l'électricité. Ça, c'est dans le cadre de l'électricité. L'eau, c'est la même politique. Il faut augmenter l'hydraulique villageoise, c'est-à-dire faire beaucoup de points d'eau. Mais on n'arrête pas là. Avec notre programme éducation, nous allons essayer de faire des formations liées à la gestion de ces points d'eau. Lorsqu'on a parcouru la Guinée, on a trouvé des pompes qui ne fonctionnent pas à cause d'un ressort. Alors que des millions de francs guinéens ont été investis à cause d'un ressort ou d'un boulon. Donc nous, on va dans notre programme, non seulement il y aura l'électricité villageoise, il y aura également l'eau dans les collectivités, mais avec une structure de gestion technique et administrative pour leur entretien. Globalement, en termes résumés, c'est ce que nous partis compte faire. Juste relever, voire corriger que récemment, les 2 dernières années, pratiquement tous les forages-là ont été réhabilités. Ceux dont vous parlez certainement que votre enquête, elle n'est pas oui, je reviens dessus. récente. Vous pouvez revenir dessus dans le débat. On poursuit avec M. Camara par rapport à l'eau et à l'électricité. Alors, je dirais que par rapport à l'électricité, vu qu'en Guinée, les services qui s'occupent de ces secteurs sont des entreprises publiques. Et nous avons constaté que généralement, les citoyens ont une mauvaise habitude de la gestion de la chose publique. Donc, dans un premier temps, nous entendons privatiser ces secteurs pour que la gestion devienne un peu plus saine. Et mieux, nous entendons construire des barrages dans les régions où les conditions nous permettent de le faire. Mieux, nous allons généraliser le programme d'éclairage public dans toutes les préfectures de Guinée. Au-delà, nous allons aussi, pour l'eau, réaliser l'adduction d'eau potable dans les 4 grandes régions administratives. Et dans les districts, nous ferons un effort pour qu'il y ait des forages. Voici un peu comment nous attendons nous prendre pour soulager les populations guinéennes en matière d'électricité et en matière d'eau. Ami Sangari. Oui, je vois, Boubacar, que nos invités convergent dans le même sens que le pouvoir en place. Il s'agit de la construction de micro-barrages qui est préconisée aussi par le pouvoir. Pensez-vous aujourd'hui, avec tout le rêve qui entoure ces réalisations, pensez-vous qu'avec la privatisation dont vous préconisez, oui, vous pouvez endiguer les surfacturations fantaisistes ou les fraudes constatées ça et là, souvent au niveau du service public? Une minute. Oui, bon, comme je l'ai dit, les services publics n'ont pas conscience que le bien public est un bien personnel. Ils en usent comme si ce n'était pas un bien qui méritait une bonne gestion. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas? Il faut privatiser. Quand on privatise, et alors en amont, nous avons déjà créé les conditions juridiques et autres par rapport à l'investissement qui arrive, j'estime qu'on aura, d'abord l'État ne souffrira plus, parce que ce n'est plus l'État qui investit là-bas, et l'investisseur qui vient ne peut pas se permettre d'accepter que des travailleurs ou de quelqu'un individu fassent des détournements ou fassent des abus de biens dans cette entreprise. Juste, j'arrête le chrono pour vous pour poser, c'est qu'est-ce qui sera privatisé? Est-ce au niveau de la production, du transport ou au niveau de la distribution, la commercialisation? Moi, je dis privatiser l'entreprise en elle-même.
et toutes ses composantes. De la production à la distribution. Bien sûr. Distribution. Merci. Voilà. Monsieur Camara, on le sait, 56% de la population guinéenne est sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vous pensez que, comme l'a dit Monsieur Camara, la privatisation sera à la portée des Guinéens lambda? Bon, d'abord, nous, quand on parle de la privatisation, ça nous donne des mauvais souvenirs. La Guinée a connu l'ajustement structurel, tout a été privatisé et le résultat décevant. C'est pourquoi nous sommes pour la privatisation des différents secteurs, mais avec le secteur privé national, le secteur privé guinéen. Et c'est une privatisation progressive. Pourquoi? Tant que le niveau de revenu des Guinéens n'est pas élevé, toute privatisation sauvage entraîne automatiquement des révolutions. Je suis sûr de ce que je dis. Je vous donne un petit exemple, on ne va pas très loin, nous avons réfléchi dessus. Aujourd'hui, l'électricité de Guinée nous vend le kilowatt à la consommation locale 90 francs. Le prix de revient minimum, c'est 1500 francs. Cela veut dire, s'ils ajoutent l'aide de vie, ça sera à 2000 francs. Ce que je vous dis, ça sera très bientôt. Donc, tout ce que vous payez 90 francs, il faut multiplier à 2000 francs. Merci, voilà, merci beaucoup. Juste avant de fermer ce volet, une petite question. C'est juste de savoir, pour l'eau et l'électricité, vous avez vos différents projets de société prévoient combien en termes de budget, en termes de pourcentage? Bon, pour le l'IFR, on ne peut pas mettre le pourcentage pour la simple raison, on ne connaît pas le besoin. C'est pourquoi on vous a dit que le premier élément, il s'agit d'identifier d'abord. Là, il n'y a pas de problème. Et à ce niveau, au niveau du PDN Je crois que l'État investira à hauteur de 5% et laissera l'investisseur apporter le reste. Du budget national, je veux dire? Oui, 5% du budget national et le reste... Pour les deux secteurs? Oui, pour les deux secteurs. Merci. Troisième niveau de question, quel habitat et cadre de vie pour nos villes avant 2020? Monsieur Makanera. Bon, en matière d'habitat, nous avons mis en place, on veut mettre en place d'abord une politique pour accéder facilement à l'habitation qui manque chez nous encore. Donc on a parlé de crédit immobilier. Également, permettre aux propriétaires pauvres d'avoir crédit bail. Ça veut dire quoi? Si vous regardez à Madina, les anciens habitants de Madina ne sont plus là-bas. C'est la même chose à Conakry, bientôt à Kobaya. Au lieu qu'on ne vienne acheter, chasser les habitants, nous allons mettre en place, vous avez un terrain, les sociétés construisent et vous occupez. On vous donne un lieu à vivre, un lieu où vous allez habiter, le reste est mis en location. Pendant un certain délai, le bâtiment revient au propriétaire traditionnel au lieu de chasser, aller à Kouria, aller à Bokeh, consort. Ça, c'est le premier cadre. Aussi, trouver des logements, mettre un programme de logements sociaux. Ces logements sociaux, c'est dans la même politique, aider et comme ça se fait en Côte d'Ivoire. L'exemple, c'est que c'est des choses réelles et réalisables. On fait, dans ce cas, on fait la promotion immobilière avec une politique reçue au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, pourquoi pas en Guinée? Monsieur Camara. Oui. Par rapport à l'habitat, nous entendons également mener une politique de logements sociaux. Ces logements sociaux doivent permettre aux populations d'acquérir des maisons à moins de frais. Également, nous avons aussi un programme d'HLM, c'est-à-dire des habitations à loyer modéré pour les personnes de revenus faibles ou moyens. Donc, par rapport à ce volet, nous ferons encore appel à des investisseurs, à des sociétés immobilières. Nous allons leur créer toutes les facilités pour la réalisation de ces logements et de ces HLM, afin que le citoyen guinéen, le travailleur guinéen, puisse acquérir une maison à frais réduits. Alors, question, si vous avez les mêmes programmes à peu près, pourquoi choisir l'un ou l'autre? Oui. Bon, en fait, les programmes ne sont pas totalement identiques. Par exemple, nous, chaque volet est appuyé par quelque chose. Si nous prenons les infrastructures sociales de base qu'on a développées, nous avons un programme d'infrastructures d'appui à la promotion de la jeunesse, les centres de loisirs. Je parle de l'habitat. Je reviens, c'est des exemples. Et quand je viens pour l'habitat,
on a mis en place un programme qui concerne l'assainissement et la canalisation. Vous savez bien, on vit à Conakry, quand il pleut, Conakry est un lac. Et nous voulons mettre fin à ça. Conakry doit être même Conakry avec pluie ou sans pluie. Donc voilà des programmes qui changent un peu. Et nous ne faisons pas un programme ponctuel. Vous avez parlé, lorsque j'ai parlé de réhabilitation. Pour nous, il ne s'agit pas de réhabiliter. À Sanguéa, nous sommes restés 2 ans, notre point d'eau ne fonctionnait pas à cause d'un micro. Nous allons faire une structure permanente. C'est ça la différence avec l'actuel mode de gouvernance. On attend les problèmes s'accumuler, sur 10 après on répare. Monsieur Camara, point de divergence Bon, par rapport à l'habitat. par rapport à l'habitat, je ne crois pas que nous soyons vraiment dans des points de divergence, mais je voudrais seulement rajouter que tous les sites que nous allons exploiter par rapport à ces logements sociaux, nous ferons d'abord en amont des études d'impact environnementaux. Ami Sangaré. Moi, je reviens sur l'urbanisation sauvage. On a tendance à comprendre que les populations sont en avance à l'État. Aujourd'hui, l'urbanisation de Conakry s'étend au-delà, je crois, des préalables tracés par l'État. Comment est-ce que vous allez régler ce contentieux aujourd'hui des populations qui sont déjà en deçà de Conakry? Excusez-nous, en 30 secondes. Rapidement, il faut faire une bonne législation et faire une bonne gouvernance dans ce cadre. Il s'agit des droits acquis, on les respecte, on modifie progressivement pour éviter des problèmes. Si ce n'est pas le domaine public, mais si c'est le domaine privé, il faut les respecter. Voilà, vous avez parlé de problèmes, M. Camara. Et ce problème-là, comment comptez-vous endiguer ce problème? Parce que nous avons une population fortement analphabète et il y a certaines conditions difficiles souvent à expliquer aux populations. Comment allez-vous vous y prendre, vous, au pouvoir? 30 secondes. Voilà, en fait, cela dépendra de la manière dont ces gens ont acquis ces lieux. Si c'est des lieux légalement acquis, là, je crois que l'État trouvera le moyen de dédommager tous ces gens-là et comme on appelle, pour qu'ils aillent trouver ailleurs. Mais pour ceux qui auraient usé du domaine de l'État sans aucune autorisation, sans autre forme de normalité, nous serons obligés de les mettre en dehors. Merci. Dernier round maintenant de cette émission. Quel projet pour les transports publics, les routes et les télécommunications? Monsieur Camara, 1 minute. Ok. En fait, par rapport aux routes, nous entendons vraiment faire un travail très sérieux et pratiquement, nous entendons non seulement élargir les routes et également augmenter l'épaisseur dans toutes les préfectures de la Guinée. Mieux, la nationale 1, également, nous voudrons aussi l'agrandir et augmenter l'épaisseur. Parallèlement à ça, les canaux d'évacuation, les canalisations, les caniveaux doivent se faire conformément à nos saisons. Puisque nous savons que nous avons une pluviométrie très importante, alors nous ferons intervenir des ingénieurs conseils qui analyseront la qualité des ouvrages avant que nous les mettons en place. Vous n'avez rien dit sur les transports publics et les télécommunications, il vous reste 5 secondes. Bon, au niveau des transports publics, nous entendons mettre à la disposition des populations au moins 500 bus. Merci, Monsieur Camara. Monsieur Makanera, à présent. Bon, pour d'abord le transport, nous avons les infrastructures de développement, c'est les routes. On va prendre l'exemple, on va faire de telle sorte que Zérekouré, Labé et Conakry soient facilement joignables. La raison, si vous partez à Zérekouré, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de rapports, des échanges entre Zérekouré, la forêt, et la Côte d'Ivoire que Conakry, que la Guinée. Donc il faut faciliter parce que c'est problème de route. On va essayer d'investir également dans ce qui concerne les routes à péage, ça c'est le programme à long terme, mais à court terme on va réhabiliter les aéroports régionaux qui n'existent plus et le transport ferroviaire. Là on a ça comme programme à moyen terme et à court terme, c'est-à-dire les 2 premières années et par rapport au transport. Il faut continuer à encourager la privatisation du secteur transport. Il faut encourager la privatisation du secteur transport et essayer également de trouver des routes
Pour la ville de Conakry, ça c'est transport urbain. Et pour le transport interurbain, il faut Merci, faire la vous route. êtes au bout du temps. Vous n'avez rien dit sur les télécommunications. La question de Aminata Sangara à présent pour 1 minute. Moi, je vais insister beaucoup plus encore sur le transport. Quand M. Cheikh Ahmed Tidiane disait que pour le transport, il faut respecter les normes en matière de construction. Pensez-vous que la priorité doit s'appuyer d'abord sur ces normes ou sur le choix des entreprises de construction? Bon, je crois que les deux vont de pair. Parce que non seulement il faut s'appesantir sur la qualité de l'ouvrage, mais aussi il faut être aussi très averti dans la passation des marchés. Parce que il ne faut pas donner nos marchés à des entreprises fictives. Donc, de ce fait, les deux vont de pair. Et comment déceler cela? Puisqu'il y a des appels d'offres et les gens postulent, comment déceler qu'une entreprise est fictive? Oui, bon, en fait, d'avance, les entreprises reconnues ont des adresses, ils ont un CV. Donc, on a la possibilité de se rendre compte de tout ce qu'une entreprise a pu réaliser, d'avoir assez de renseignements, et mieux encore, il y aura une équipe qui va faire les études, une équipe avertie qui fera les études sans état d'âme, sans affinité. Donc, je crois que c'est dans ces conditions-là que nous pourrons avoir une entreprise digne du nom pour œuvrer dans le domaine du... Monsieur Makanera. Pour mieux faire, il s'agit juste de tenir un fichier des entreprises qui obtient le marché de l'État. Quand on a le fichier de l'entreprise, cela permet de suivre l'entreprise au cours de son évolution par rapport au marché de l'État. De telle sorte qu'une entreprise nouvelle ne peut pas accéder à un marché. Malheureusement, aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui sont concurrents du secteur privé. On crée l'entreprise aujourd'hui, il a le marché aujourd'hui. Dès qu'on a un fichier de l'entreprise, ça permet de savoir depuis quand cette entreprise est née et qu'est-ce qu'elle a fait. On connaît ses compétences et jouer tout ce qu'on appelle la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des marchés publics. C'est faisable, il suffit de la volonté politique et lui faire à cette volonté politique. Oui, toujours sur le secteur transport, nous allons parler du transport ferroviaire. Comment relancerez-vous le transport ferroviaire? C'est un constat amer. Parce que dès l'indépendance, le programme qui a été mis en place pour la Guinée, c'était de faire du transport ferroviaire double rôle. D'abord, transporter les numéraires, mais aussi transporter les hommes et les marchandises. Oui. C'est ce qui a été dit, mais malheureusement, vous savez, avec la mauvaise gestion, ce que ça a donné. Notre programme est de relancer ça avec partenariat public ou privé. On peut trouver des investisseurs nationaux, des Guinéens, certains Guinéens ont de l'argent. Pourquoi ne pas les enrichir davantage? Il faut les inciter à venir investir dans ce domaine. Monsieur Camara. Okay. Également, nous engageons, le PDN s'engage à rétablir le chemin de fer Conakry-Cancan. Ce, pour plusieurs raisons. Si vous constatez, les gros porteurs ont beaucoup d'effets nocifs sur nos routes. Donc déjà, en rétablissant le chemin de fer, nous avons un moyen de mieux entretenir nos routes. Mieux encore, ça facilitera aussi le transport des personnes. Merci à vous deux pour ces contributions. Juste une petite question. Qu'est-ce qui rassure les téléspectateurs, vos électeurs, que vous êtes prêts à gérer la Guinée pour les 5 prochaines années, et surtout à répondre à leurs besoins par rapport à ces questions qu'on a soulevées ce soir? 15 secondes pour M. Makanera. Quand quelqu'un sait ce qu'il fait, on peut avoir la confiance à lui qu'il peut bien faire. Mais lorsqu'on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a aucune chance. Nos électeurs savent que nous savons parfaitement ce que nous voulons faire et qu'on a de bons produits pour les donner. Et la maladie va partir. Monsieur Camara. Je crois que jusqu'à présent, les Guinéens ont un bon souvenir du passage du président Lansana Kouyaté à la primature. Et ça a été un passage d'autant plus remarqué que pendant 15 mois, il a répondu aux vrais besoins, aux vrais problèmes des Guinéens. Il a créé de l'emploi de façon massive, à peu près 30 000. Merci mon cher frère, merci vraiment à vous deux, amis Sangaré, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous qui avez suivi cet entretien aujourd'hui avec les deux au lieu de 4 partis. Donc je rappelle les partis qui étaient absents sur ce plateau, il s'agit du
du Parti des écologistes de Guinée, le Parti PEG et le Bloc libéral. Voilà, on va redonner l'explication, puisque vous avez remarqué, comme on l'a dit en début d'émission, que le PEG, pour une deuxième fois, a suspendu sa participation au débat du programme croisé, et le Bloc libéral explique son absence par le fait d'un contentieux avec la HAC et la Cour constitutionnelle qui doit trancher par rapport à un élément bloqué dans l'émission de la RTG initiée par la HAC, entendez le temps de convaincre. Donc c'est ce qui explique l'absence de ces deux partis aujourd'hui, le Bloc libéral et le Parti des écologistes de Guinée. Donc les émissions de la HAC diffusées donc sur nos antennes. Merci. Le prochain thème, c'est le troisième d'ailleurs de ce programme croisé. Il portera sur la gouvernance économique, stabilité économique, mines, agriculture, et nous parlerons aussi du panier de la ménagère. Merci d'avoir suivi ces différents débats. Nous vous donnons rendez-vous avec beaucoup de plaisir la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Merci.